Meurtre au champagne par Agatha Christie. Traduction par Michel Le Houby. Première partie. Rosemary. 6 personnes pensaient à Rosemary Barton, morte depuis près d'1 an. Chapitre 1er. Iris Marle. Iris Marle pensait à sa sœur Rosemary. Pendant près d'1 an, elle s'était délibérément efforcée de bannir de sa mémoire l'image de Rosemary. Elle ne voulait pas se souvenir. C'était trop pénible, trop affreux. Ce visage tout bleu, ses mains raidies, avec leurs doigts crispés. Le contraste entre cette vision et la Rosemary de la veille, si adorablement gaie, c'est-à-dire gaie, peut-être pas exactement. Elle venait d'avoir la grippe, elle était déprimée, abattue. Cela, on l'avait souligné à l'enquête. Et c'est un point sur lequel Iris elle-même avait insisté. Il expliquait le suicide de Rosemary, n'est-ce pas? L'enquête close, Iris s'était appliquée à chasser tout cela de son esprit. À quoi bon se souvenir? Mieux valait oublier. Oublier toute cette horrible affaire. Mais maintenant, elle s'en rendait compte. Il fallait se souvenir. Penser fortement au passé. Se rappeler les plus petites choses, même celles qui paraissaient n'avoir pas d'intérêt. Cette extraordinaire conversation d'hier soir avec Georges le commandait. La chose avait été si inattendue, si bouleversante. Au fait, avait-elle été vraiment inattendue? Certains signes ne la laissaient-ils pas prévoir? L'air chaque jour plus préoccupé de Georges, par exemple, sa distraction, ses façons inexplicables et, mordieu, oui, c'était le mot, sa bizarrerie. Tout cela, c'était des indications. Et hier soir, l'ayant appelée dans le bureau, il avait tiré ses lettres de son tiroir. Non, maintenant, elle ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'elle pensât à Rosemary, qu'elle se souvînt. Rosemary, sa sœur. Avec étonnement, Iris s'avisait soudain que c'était la première fois de sa vie qu'elle pensait à Rosemary. Du moins, qu'elle pensait à elle objectivement, comme à quelqu'un. Elle avait toujours accepté Rosemary sans rien se demander à son propos. On ne pense pas à sa mère, à son père, à sa sœur ou à sa tante. Ils existent, voilà tout. En cette seule qualité. On ne se pose pas de questions à leur sujet. On ne pense pas à eux comme à des gens. On ne se demande même pas qui ils sont. Rosemary, qui était-elle? Il pouvait être maintenant très important de le savoir. De cette connaissance pouvaient dépendre bien des choses. Iris tourna résolument sa pensée vers le passé. Elle se revit enfant, avec Rosemary, son aînée de 6 ans. Des morceaux de passé lui revenaient, des tableaux fugitifs, des scènes rapides. Elle se revoyait toute petite, en train de déjeuner, du pain trempé dans du lait. Rosemary, avec ses tresses, prenait des airs importants. Elle avait des devoirs à faire. Puis c'était le bord de la mer en été. Iris enviait Rosemary, qui était une grande et qui savait nager. Puis c'était Rosemary pensionnaire, ne revenant à la maison qu'aux vacances. Ensuite, elle se revit elle-même en pension. Rosemary, elle, allait terminer ses études à Paris. Elle partait écolière, gauche, tout en bras et en jambes. Et elle rentrait transformée. Une Rosemary nouvelle, surprenante, élégante, gracieuse, parlant d'une voix douce et marchant avec un onduleux balancement du buste. Elle avait de beaux cheveux châtains, tirant sur l'acajou, et de grands yeux bleus sombres frangés de longs cils noirs. Une magnifique créature qui semblait se mouvoir dans un monde tout différent de celui d'Iris. À partir de ce moment, elle s'était vue très peu. Jamais l'écart de 6 ans qui les séparait ne devait paraître plus considérable. Iris était toujours au collège. Rosemary épuisait les plaisirs de la saison. Même quand Iris était à Londres,
elles demeuraient loin l'une de l'autre. La vie de Rosemary? Grasse matinée, dîner avec des amis, comme elle très mondaine, et bal presque tous les soirs. Iris, elle, restait dans la salle d'études avec Mademoiselle, la gouvernante française, se promenait avec elle dans Hyde Park, dînait à 9 heures et à 10 gagnait son lit. Les relations entre les deux sœurs se limitaient à l'échange de courtes répliques, telles que « Iris, tu voudrais m'appeler un taxi ? Tu serais un amour. Je vais être terriblement en retard. » Ou bien « Je n'aime pas ta nouvelle robe, Rosemary. Elle ne te va pas. Il y a trop de garnitures. » Puis, Rosemary s'était fiancée à George Barton. Période d'agitation, courses dans les magasins, monceau de paquets, toilette des demoiselles d'honneur. Au mariage, marchant dans la nef derrière Rosemary, elle entend murmurer « Quelle ravissante mariée elle fait !» Pourquoi Rosemary avait-elle épousé George? Même à l'époque, Iris fut vaguement surprise de cette union. Il y avait tant de jeunes gens charmants qui appelaient Rosemary au téléphone et sortaient avec elle. Pourquoi choisir George Barton, son aîné de 15 ans? Gentil, agréable, mais si incurablement triste. George était riche, mais elle ne l'épousait pas pour son argent. Elle en avait. Beaucoup. L'argent de l'oncle Paul. Iris s'interrogeait scrupuleusement, essayant de séparer ce qu'elle savait maintenant de ce qu'elle savait alors. Pour l'oncle Paul, par exemple. Il n'était pas réellement leur oncle, cela, elle le savait. On ne le lui avait jamais expliqué expressément, mais elle connaissait certains faits. Paul Bennett avait été très épris de leur mère. Elle lui préféra un autre homme, moins riche. Il avait pris sa défaite dans un esprit très romanesque. Il était resté l'ami de la famille, adoptant vis-à-vis de leur mère l'attitude d'affectueuse dévotion d'un amoureux platonique. Il devint l'oncle Paul et le parrain du premier enfant du ménage, Rosemary. À sa mort, on découvrit qu'il laissait toute sa fortune à sa petite filleule, alors une enfant de 13 ans. Rosemary, indépendamment de sa beauté, était un joli parti, et elle avait épousé l'aimable et triste George Barton. Pourquoi? Iris se l'était demandé à l'époque. Elle se le demandait encore maintenant. Elle ne croyait pas que Rosemary eût jamais été amoureuse de lui, mais il semblait qu'elle avait été très heureuse avec lui et qu'elle l'aimait bien. C'est ça. Elle l'aimait bien. Iris était placée pour le savoir. 1 an après le mariage, leur mère, Viola Marle, si gentille et si fragile, était morte. Et Iris, à ce moment-là, une jeune fille de 17 ans, était allée vivre avec Rosemary et son époux. Une jeune fille de 17 ans, Iris essaya de se retrouver telle qu'elle était. À quoi ressemblait-elle? Quels étaient ses sentiments, ses pensées? Elle en vint à conclure que cette jeune Iris Marle n'était pas très intelligente. Elle ne pensait à rien et prenait les choses comme elles venaient. Avait-elle, par exemple, éprouvé quelque dépit de la préférence maternelle pour Rosemary? Tout considéré, il lui semblait bien que non. Elle avait accepté de bonne grâce l'idée que Rosemary était celle qui comptait. Il était naturel que la maman s'intéressât surtout à sa fille aînée. C'était normal. Le tour d'Iris arriverait un jour. Viola Marle était une mère un peu lointaine, très préoccupée de son état de santé, se déchargeant de ses enfants sur des nurses, des institutrices, des collèges, mais toujours adorable avec elles dans les rares moments où elle venait à les rencontrer. Hector Marle était mort quand Iris avait 5 ans. Il buvait plus que de raison. Elle le savait. Mais comment l'avait-elle appris? Elle n'en avait pas la moindre idée. Oui, cette Iris Marle de 17 ans acceptait la vie telle qu'elle était. Elle avait enterré sa maman comme il convenait,
puis, dans ses vêtements de deuil, s'en vint habiter avec Rosemary et son mari dans leur demeure d'Elvaston Square. Quelquefois, l'existence dans cette maison n'était pas drôle. Officiellement, Iris n'était pas en âge de sortir. Elle devait patienter 1 an encore. En attendant, elle prenait des leçons de français et d'allemand 3 fois par semaine et suivait des cours d'enseignement ménager. Il y avait des moments où elle n'avait rien à faire et personne à qui parler. Georges, toujours gentil, lui portait une affection véritablement fraternelle. Son attitude envers elle n'avait jamais changé. Elle était encore la même aujourd'hui. Et Rosemary ? Iris la voyait très peu. Rosemary sortait beaucoup. Couturier, cocktail parties, bridge. À la réflexion, que savait-elle réellement de Rosemary ? De ses goûts, de ses espoirs, de ses craintes ? C'est effrayant, vraiment, ce que l'on peut savoir peu de choses de ceux auprès de qui l'on vit. Il fallait réfléchir encore. Il était indispensable de se souvenir. Ce pouvait être si important. Certainement, Rosemary avait l'air d'être heureuse. Qu'elle était heureuse, on avait pu le croire jusqu'au jour où... C'était une semaine avant. Avant la chose. Et ce jour-là, Iris ne l'oublierait jamais. Rien n'était dans l'ombre. Elle retrouvait tout. Tous les mots. Tous les détails. La table d'acajou qui brillait. La chaise repoussée en arrière. Les lettres griffonnées en hâte sur le papier. Iris ferma les yeux. Elle revit d'abord son entrée dans le petit salon de Rosemary. Puis son arrêt soudain, sa stupeur. Assise devant sa table à écrire, Rosemary pleurait, la tête enfouie dans ses bras. De gros sanglots la secouaient. Iris n'avait jamais vu pleurer Rosemary, et cette scène la bouleversait. Bien sûr, Rosemary avait eu une vilaine grippe. Elle n'était rétablie que depuis 1 jour ou 2. Et la grippe, tout le monde le sait, est terriblement déprimante. Tout de même. D'une voix aiguë, elle dit, ou plutôt cria « Eh bien, Rosemary, qu'est-ce qu'il se passe ?» Rosemary avait levé le front et balayé de la main les mèches qui tombaient sur son visage déformé par les larmes. Très vite, luttant pour se dominer, elle avait répondu « Ce n'est rien, rien du tout. » Puis, elle ajouta « Mais ne me regarde donc pas comme ça !» Et brusquement, elle se leva et, passant devant sa sœur, sortit en courant. Interdite, intriguée aussi, Iris alla jusqu'à la table. Sur une feuille de papier, elle lut son nom, de l'écriture de Rosemary. Rosemary avait-elle donc à lui écrire ? Elle s'était penchée sur la feuille de papier bleu, couverte de la grande écriture carrée de Rosemary, plus étalée encore qu'à l'ordinaire, parce que les lettres avaient été tracées en hâte par une main fébrile. Elle lut. « Iris, ma chérie, il n'est pas question que je fasse un testament, puisque de toute façon, c'est à toi que reviendra mon argent, mais je voudrais que certaines de mes affaires fussent remises à différentes personnes. À Georges, les bijoux qu'il m'a donnés et le petit coffret avec des émaux que nous avons achetés ensemble au moment de nos fiançailles. À Gloria King, mon étui à cigarette en platine. À Maisie, mon cheval de porcelaine de Chine qu'elle a toujours admiré. » Le texte s'arrêtait là. La plume avait laissé sur la feuille une large balafre. Quand Rosemary l'avait jetée pour s'abandonner à son irrésistible envie de pleurer. Iris resta sur place, pétrifiée. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Rosemary n'allait pas mourir. Elle avait été très malade avec cette grippe, mais maintenant elle était guérie. D'ailleurs, on ne meurt pas de la grippe. Ça arrive, mais c'est rare. Et Rosemary, maintenant, se portait très bien, malgré un peu de faiblesse encore. Elle relut le texte, et cette fois, une phrase lui sembla se détacher de l'ensemble. Une phrase qui la laissait stupide.
puisque, de toute façon, c'est à toi que reviendra mon argent. » Elle lui donnait, cette phrase, la première indication qu'elle eût jamais eue sur les dispositions testamentaires de Paul Bennett. Elle avait su, dès son enfance, que Rosemary avait hérité la fortune de l'oncle Paul, que Rosemary était riche, alors qu'elle était, elle, relativement pauvre. Mais jamais, jusqu'à ce moment, elle ne s'était interrogée sur ce qu'il adviendrait de la fortune de Rosemary si celle-ci venait à mourir. Le lui eût-on demandé, elle aurait répondu qu'elle croyait que cet argent irait à Georges, en sa qualité d'époux. Mais elle aurait ajouté qu'il lui semblait ridicule d'imaginer que Rosemary pût disparaître avant Georges. Or, c'était écrit là, noir sur blanc, et de la main même de Rosemary. À sa mort, c'était à elle, Iris, que l'argent devait aller. Mais était-ce légal ? Un mari hérite de sa femme, et réciproquement. On n'hérite pas de sa sœur. Fallait-il donc croire que cette disposition se trouvait dans le testament même de l'oncle Paul ? Oui, ce ne pouvait être que cela. C'est l'oncle Paul lui-même, très certainement, qui avait stipulé que sa fortune irait à Iris à la mort de Rosemary. Comme ça, les choses étaient moins injustes. Injustes ? Elle s'étonna. Le mot s'était glissé comme par surprise dans ses pensées. Est-ce donc qu'elle avait toujours considéré qu'il était injuste que Rosemary eût hérité tout l'argent de l'oncle Paul ? Elle admit qu'au fond d'elle-même, ce devait être ce qu'elle avait toujours pensé. Et, évidemment, c'était injuste. Elles étaient deux sœurs, toutes les deux les enfants d'une même mère. Pourquoi l'oncle Paul avait-il tout laissé à Rosemary ? C'est toujours Rosemary qui avait tout. Des toilettes, du bon temps, des amoureux et un mari qui l'adorait. Il n'y avait jamais eu qu'un événement désagréable dans l'existence de Rosemary. Cette attaque de grippe. Encore n'avait-elle guère duré plus de 8 jours. Debout près du petit bureau, Iris s'interrogeait. Cette feuille de papier, Rosemary eût-elle souhaité qu'elle restât là, pour être vue de tous les domestiques ? Après une minute d'hésitation, elle la prit, la plia en deux et la glissa dans un des tiroirs. C'est là qu'elle devait être trouvée, après la tragique réunion d'anniversaire. Preuve supplémentaire, mais à vrai dire superflue. Elle démontrait que dès ce moment-là, Rosemary, abattue par la maladie, songeait vraisemblablement au suicide. Dépression nerveuse, consécutive à une attaque d'influenza. Tel fut le mobile allégué à l'enquête. Le témoignage d'Iris contribua à établir son exactitude. Il était bien faible, sans doute, mais on l'accepta, parce qu'il était le seul qu'on pût découvrir. La grippe était mauvaise cette année. Ni Iris, ni Georges ne purent suggérer quelque autre raison qui eût pu pousser Rosemary au suicide, du moins à ce moment-là. Car maintenant, réfléchissant à la découverte faite dans le grenier, Iris se demandait comment elle avait pu être aveugle à ce point. Tout avait dû se passer sous ses yeux, et elle n'avait rien vu, rien remarqué. Un court instant, elle revit en esprit la réunion d'anniversaire et la tragédie qui l'avait marquée. Mais non, ce n'était pas à cela qu'il fallait penser. C'était fini, terminé. Ces horribles instants, il fallait les laisser de côté, et aussi l'enquête, le visage torturé de Georges, ses yeux injectés de sang. Il fallait en venir tout de suite à ce qu'elle avait découvert dans le grenier. 2. Il y avait à peu près 6 mois que Rosemary était morte. Iris avait continué à vivre dans la maison d'Elvaston Square. Après les obsèques, l'avoué de la famille Marle, un vieil homme très courtois, avec une calvitie étincelante et des yeux remplis d'une malice inattendue, avait eu avec elle un long entretien. Il lui avait exposé avec beaucoup de clarté les dispositions testamentaires prises par Paul Bennett.
Rosemary avait hérité de tous ses biens. À charge pour elle de les transmettre, à sa mort, aux enfants qu'elle pourrait avoir. Si elle venait à décéder sans progéniture, ses biens revenaient à Iris en toute propriété. Il s'agissait, expliqua-t-il, d'une fortune considérable, dont elle pourrait disposer librement lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 21 ans, ou plutôt si elle se mariait auparavant. Pour le moment, la première question à régler était celle de sa résidence. M. George Barton se montrait très désireux qu'elle continuât à vivre avec lui. Une sœur du père d'Iris, Mrs. Drake, qui se trouvait dans une situation financière difficile du fait des frasques de son fils, la honte de la famille, pourrait venir s'installer avec eux et servir de chaperon à la jeune fille. Iris approuva le projet, contente de voir ainsi résolu un problème qui la préoccupait. Elle se souvenait de la tante Lucia comme d'une personne d'âge, pas désagréable et à peu près dépourvue de volonté. La vie reprit dans la maison d'Elvaston Square. George, heureux de conserver auprès de lui la sœur de sa femme, lui témoignait l'affection fraternelle d'un aîné pour sa cadette. Mrs. Drake manquait un peu d'entrain, mais elle se pliait sans discussion à tous les caprices d'Iris. Le temps passait sans heurts. Et puis, au bout de 6 mois environ, dans le grenier, on se servait des mansardes comme de débarras. Il y avait là tout un bric-à-brac, de vieux meubles et quantité de valises et de malles. Un jour, Iris était montée au grenier, après avoir vainement retourné la maison pour mettre la main sur un vieux chandail rouge qu'elle affectionnait. Georges l'avait supplié de ne pas s'habiller de noir. Rosemary, lui avait-il affirmé, ayant toujours eu horreur des vêtements de deuil. Iris, sachant que c'était exact, s'habillait donc comme avant. Désapprouvée en cela par Lucia Drake, qui, ennemie des idées modernes, tenait à ce qu'on observât ce qu'elle appelait les convenances. Pour sa part, elle portait encore un crêpe en mémoire d'un mari mort quelque 20 ans auparavant. Iris s'était souvenue d'une malle où l'on entassait toutes sortes de vêtements dont on n'avait pas besoin, et, toujours à la poursuite de son chandail, elle en faisait l'inventaire. Elle trouva, lui appartenant, une vareuse beige et une jupe dont elle avait perdu le souvenir, plusieurs paires de bas, son costume de ski et 2 ou 3 maillots de bain. Et puis une vieille robe de chambre de Rosemary, qui, pour une raison ou pour une autre, n'avait pas été donnée aux pauvres comme les autres affaires de la morte. C'était une fantaisie assez originale, de coupe presque masculine, avec de vastes poches. Iris la secoua, constata qu'elle était en excellent état, et elle la repliait avec soin pour la remettre dans la malle, lorsque ses doigts, passant sur une poche, firent craquer quelque chose. Elle plongea la main dans la poche et en sortit une feuille de papier chiffonnée, couverte de l'écriture de Rosemary. L'ayant défroissée, elle lut. « Mon Léonard adoré, ce n'est pas vrai, tu ne parles pas sérieusement. Ce n'est pas possible. Nous nous aimons, et tu es à moi comme je suis à toi. Cela, tu le sais comme je le sais, et tu sais aussi que nous ne pouvons pas, ni toi ni moi, nous dire gentiment au revoir, et nous en aller vers la vie, toi de ton côté, moi du mien. C'est impossible, mon amour, tu le sais, impossible et impensable. Je t'appartiens, je suis tienne, et tu es à moi pour toujours, pour toujours. Je n'ai pas de préjugés, et je me moque de ce que diront les gens. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, notre amour. Le reste n'existe pas. Nous partirons ensemble, et nous serons heureux, tu verras. Tu m'as dit, un jour, que tu ne pouvais vivre sans moi, que sans moi, l'existence ne valait pas d'être vécue. Tu t'en souviens, mon léopard aimé? Et aujourd'hui, tu m'écris sans rire qu'il vaudrait mieux qu'on s'oublie. Et cela pour moi, pour ma tranquillité personnelle. Pour moi? Mais comprends donc, mon amour, que moi, non plus, je ne puis pas vivre sans toi. J'ai beaucoup de chagrin pour Georges, qui a toujours été si gentil avec moi,
mais je suis sûre qu'il comprendra et me rendra ma liberté. Pourquoi s'obstiner à vivre ensemble lorsqu'on ne s'aime plus? Dieu nous a fait l'un pour l'autre, mon aimé. C'est pour moi une certitude absolue, et nous allons être terriblement heureux. Seulement, il faudra avoir du courage. Pour moi, je dirai tout à Georges moi-même, car j'entends me conduire loyalement envers lui. Mais je ne lui parlerai de rien avant le jour de mon anniversaire. Je sais, mon léopard chéri, que je fais ce que je dois faire. Je ne peux pas, tu comprends, je ne peux pas vivre loin de toi. Je ne peux pas. Faut-il que je sois bête, hein, pour t'écrire ça tout au long, quand 2 lignes auraient suffi. Je t'aime, et je ne te laisserai jamais partir. Il faut bien se dire, mon amour. Le texte s'arrêtait là, brusquement. Iris, incapable de faire un mouvement, restait sur place, comme pétrifiée, considérant la lettre avec une sorte de stupeur. Comme on pouvait mal connaître les êtres qui vous sont le plus chers. Ainsi, Rosemary avait un amant. Elle lui écrivait des lettres passionnées. Elle projetait de s'enfuir avec lui. Mais qu'était-il arrivé? Cette lettre, après tout, n'avait pas été mise à la poste. Rosemary en avait-elle envoyé une autre? Et comment rédiger? En fin de compte, que s'était-il passé entre Rosemary et cet inconnu? Léopard? Que les gens sont bêtes quand ils sont amoureux. On imaginerait difficilement plus ridicule que Léopard. Ce Léopard, qui était-ce? Aimait-il Rosemary comme elle l'aimait? Probablement. Rosemary était si incroyablement adorable. Pourtant, d'après la lettre, il estimait qu'il valait mieux oublier. Cela donnait à penser. À penser quoi, au fait? Eh bien, qu'il était adroit. Évidemment, il prétendait que cette rupture était nécessaire dans l'intérêt de Rosemary pour sa tranquillité à elle. Mais ce genre de discours, est-ce que ce n'est pas celui que les hommes tiennent toujours en pareilles circonstances? Est-ce que ça ne voulait pas plutôt dire que l'inconnu était là de Rosemary? Sans doute cette aventure n'avait été pour lui qu'une passade. Peut-être même n'avait-il jamais aimé vraiment Rosemary. Iris, sans trop savoir pourquoi, avait l'impression que l'homme quel qu'il fût était, lui, bien décidé à rompre, et de façon définitive. Rosemary, pourtant, en avait jugé autrement. Rien ne semblait devoir lui coûter. Elle avait pris sa résolution, définitive aussi. Et Iris n'avait rien su, rien soupçonné. Elle avait tenu pour acquis que l'union de Georges et de Rosemary était heureuse, que Rosemary ne souhaitait rien, n'espérait rien, et Rosemary ne songeait qu'à s'en aller. Fallait-il qu'elle fût aveugle pour n'avoir rien deviné? Tout de même, cet inconnu, qui était-ce? Elle réfléchissait avec application, anxieuse de se rappeler. Il y avait tant de jeunes hommes autour de Rosemary, tant d'admirateurs qui la sortaient et lui téléphonaient 10 fois par jour. Aucun ne se détachait du lot. Pourtant, il fallait bien admettre que l'un d'eux ne pouvait être confondu avec tous les autres, que ceux-ci, justement, n'étaient là que pour donner le change. Il y en avait un seul qui comptait. Lequel? Iris fronçait les sourcils, perplexe, épluchant soigneusement ses souvenirs. 2 noms s'imposaient. Oui, ce ne pouvait être que l'un ou l'autre. Stephen Faraday? Ce devait être lui. Mais qu'est-ce que Rosemary avait bien pu lui trouver de remarquable? C'était un homme d'aspect sévère, pénétré de son importance. Et plus tellement jeune. Bien sûr, on disait de lui qu'il était brillant. Un politicien plein d'avenir, que l'on voyait sous-secrétaire d'État dans un délai plus ou moins rapproché. Certains même, tenant compte de ses attaches familiales avec les Kidderminster, prédisaient qu'il ferait un jour un premier ministre. Est-ce cela qui avait séduit Rosemary? Mais non. L'homme était froid et se livrait peu. Comment croire que c'était à lui qu'était destinée cette lettre brûlante de passion? Pourtant,
On racontait que sa femme l'adorait, et il était bien vrai qu'elle s'était dressée contre toute sa puissante famille pour l'épouser. Lui, un petit politicien de rien du tout, riche de ses seules ambitions. Une femme l'avait aimé à la folie. Une autre pouvait recommencer. Oui. Il fallait que ce fût Stephen Faraday. Parce que, si ce n'était pas Stephen Faraday, c'était Anthony Brown. Et Iris ne voulait pas que ce fût Anthony Brown. Il avait été, c'est vrai, quelque chose comme le chevalier servant de Rosemary, un peu son esclave, avec son beau visage brun, si sympathique. Mais la dévotion qu'il portait à Rosemary était trop visible, trop affichée, trop franchement avouée pour cacher quelque chose. À la mort de Rosemary, il avait disparu. On ne l'avait plus revu. C'était curieux. Après tout, non, ce n'était pas si curieux. Il voyageait énormément. Il parlait toujours de l'Argentine, du Canada, de l'Ouganda et des États-Unis. Iris n'était même pas loin de le croire américain ou canadien, bien qu'il n'eût presque pas d'accent. Non, réflexion faite, il n'était pas étrange qu'on ne l'eût pas revu. C'était Rosemary qui était son amie. Il n'y avait pas de raison qu'il vînt les voir, eux. Il était l'ami de Rosemary. Mais rien de plus. Elle ne voulait pas qu'il eût été plus. Cela lui aurait fait mal. Terriblement mal. Elle tenait toujours la feuille de papier à la main. Elle la chiffonna en boule. Cette lettre, il fallait la détruire, la brûler. Mais une sorte d'instinct la retint. Cette lettre, il pouvait être important de la produire un jour. Elle défroissa le papier et, descendant à sa chambre, alla le mettre dans son coffret à bijoux. Il pouvait être important, quelques jours, de pouvoir montrer pourquoi Rosemary s'était donné la mort. 3. Et après? C'était ridicule, peut-être, mais il fallait qu'elle continuât à fouiller dans sa mémoire. Elle en avait fini avec la surprenante trouvaille faite au grenier, mais elle ne pouvait en rester là. Car il y avait encore la conduite de Georges, de jour en jour plus étrange. La chose n'était pas nouvelle. Il y a longtemps que lui avaient paru bizarres de menus détails qui s'expliquaient maintenant à la lumière de l'étonnante conversation d'hier soir. De petites remarques, de petits faits aussi, prenaient aujourd'hui leur signification véritable. Il y avait également la réapparition d'Anthony, et même, c'est d'elle qu'il convenait de s'occuper d'abord, puisqu'elle venait la première dans l'ordre chronologique. Elle avait suivi de 8 jours exactement la découverte de la lettre. Iris se rappelait bien. Rosemary était morte en novembre. Au mois de mai suivant, chaperonnée par Lucia Drake, Iris avait fait dans le monde sa première sortie officielle. Puis elle avait assisté à des dîners, à des thés, à des bals, sans d'ailleurs y prendre grand plaisir. Elle attendait mieux, et elle était déçue. Et c'est, à la fin du mois de juin, au cours d'un bal assez morne, qu'elle avait entendu, dans son dos, une voix qui disait « Mais c'est Iris Marle ?» Elle s'était retournée, rougissante, et elle avait vu Anthony. Tony, et son ironique sourire. « Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi, » avait-il dit. Mais elle l'avait interrompu. « Oh, mais si, je me souviens de vous. Très bien même. »« C'est magnifique. J'avais peur que vous ne m'eussiez oublié. Il y a si longtemps que je ne vous ai vu. »« C'est vrai. Depuis la partie organisée pour l'anniversaire de... » Elle s'était tue brusquement. Les mots étaient venus à ses lèvres joyeusement, tout naturellement, sans qu'elle y pensât. Les couleurs disparurent de ses joues. Elle était devenue pâle, comme exsangue, et il y avait de la détresse dans ses grands yeux. « Pardonnez-moi, avait-il dit. Je suis une brute de vous avoir rappelé. » La gorge serrée, elle avait dit. « Ce n'est rien. » Dans sa tête,
Des phrases couraient. Pas vu depuis la partie organisée pour l'anniversaire de Rosemary. Ce suicide auquel je ne veux pas penser, dont je ne veux pas me souvenir. Il avait renouvelé ses excuses, puis « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» Elle accepta. Pourtant, cette danse qui commençait, elle l'avait déjà promise. Et elle était partie dans ses bras, à la stupéfaction du jeune danseur qui venait la chercher. Un grand dadais, gauche et encore imberbe, avec un col trop vaste pour son cou trop maigre. Le genre de danseur dont les toutes jeunes filles doivent se contenter, pensait-elle, avec un peu de dédain pour les autres débutantes. Car elle, c'est avec un homme qu'elle dansait, l'ami de Rosemary. Cette réflexion lui avait donné un choc. L'ami de Rosemary ? Tout de suite, elle pensa à la lettre. Avait-elle été écrite à cet homme avec qui elle valsait ? Il y avait en lui une souplesse, une grâce féline, qui aurait justifié ce petit nom d'amitié de Léopard. « Où avez-vous été tous ces temps-ci » avait-elle demandé. Il l'avait un peu éloignée de lui pour mieux la regarder. Il ne souriait plus, et c'est d'une voix indifférente qu'il répondit. « J'ai voyagé, pour mes affaires. » Malgré elle, elle avait posé une autre question. « Et pourquoi êtes-vous revenu ?» En souriant, et cette fois d'un ton léger, il avait dit « Qui sait ? C'est peut-être pour vous voir, Iris Marle. » Puis, l'attirant contre lui, il l'avait entraînée à travers les couples dans un tourbillon d'une audace folle. Une merveille de précision et d'adresse. Iris se demandait pourquoi, à ce moment-là, elle s'était sentie partagée entre le plaisir et la peur. Depuis, Anthony faisait partie de sa vie. Elle le voyait au moins une fois par semaine. Elle le rencontrait dans Hyde Park, au bal aussi, ou bien dans des dîners. Elle se trouvait placée à table à côté de lui. Le seul endroit où il ne vint jamais, c'était la maison d'Elvaston Square. Il mettait tant d'habileté à esquiver les invitations, à les refuser, qu'elle fut quelque temps à s'en apercevoir. Quand elle en fit la remarque, elle s'étonna. Était-ce parce que Rosemary et lui... Et puis, un jour, à sa profonde surprise, George, toujours si discret et si facile à vivre, George lui avait parlé de lui. « Qui est-ce, ce monsieur Anthony Brown, avec lequel on vous voit tout le temps ? D'où le connaissez-vous » Stupéfaite, elle avait répondu. « D'où je le connais ? Mais c'était un ami de Rosemary. »« Oui, bien sûr. » La voix de George était triste, son visage douloureux. Elle s'était mise à pleurer. « Je vous demande pardon, George. Je n'aurais pas dû vous rappeler. » Secouant la tête, il avait dit d'une voix douce. « Du tout, Iris, du tout. Je ne tiens pas à ce qu'on l'oublie. Jamais. » Il parlait lentement, avec gravité, et les yeux au sol. Il la regarda bien en face. « Je vous demande, Iris, de ne jamais oublier votre sœur. » Elle se sentait la poitrine oppressée. « Je ne l'oublierai jamais, » avait-elle déclaré. Puis George, sur un autre ton, avait repris. « Pour ce qui est du jeune Anthony Brown, il se peut que Rosemary ait eu pour lui une certaine sympathie, mais j'ai l'impression qu'elle ne savait pas grand-chose de lui. Vous devez faire très attention, Iris. Vous êtes une jeune fille très riche. » « Il est américain ? » ?»« Peut-être. Mais dans ce cas, il est assez singulier que l'ambassade se montre si réservée en ce qui le concerne. On ne le voit pas souvent ici, n'est-ce pas ? » ?»« Non. Et ça ne m'étonne pas si vous avez laissé entendre vos sentiments. » Il la rassura d'un geste. « J'ai vu juste, à ce que je m'aperçois. Quoi qu'il en soit, Iris, je tenais à vous mettre en garde. Du reste,
Je vais en toucher 2 mots à Lucia. » « Lucia !» Il y avait dans le ton un tel dédain qu'il s'était inquiété. « Est-ce que vous ne vous entendriez plus, toutes les deux ? Elle ne ferait pas tout ce qu'elle peut pour que vous n'ayez pas le temps de vous ennuyer ? » « Si, elle se donne beaucoup de peine, au contraire. » « Parce que, voyez-vous, mon enfant, s'il en allait autrement, il faudrait me le dire. Nous trouverions quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, qui serait, comment dire, plus à la page. Je veux que vous vous amusiez, Iris. »« Mais je m'amuse, Georges, je m'amuse. » »« Alors c'est parfait. Je ne suis pas très fort moi-même sur le chapitre des divertissements, je ne l'ai jamais été. Mais j'entends que vous ayez tout ce que vous pouvez désirer. Veillez-y vous-même. Et n'oubliez pas qu'il n'est pas question de faire des économies. » Cela, c'était Georges tout entier, maladroit jusqu'à la gaffe, mais très gentil. Conformément à sa promesse, ou à sa menace, il avait donc touché 2 mots à Lucia de M. Anthony Brown. Mais le destin voulut qu'il eût mal choisi son moment. Il était, ce jour-là, à peu près impossible de capter l'attention de la brave dame. Elle venait de recevoir un câble de son fils, un vaurien qu'elle chérissait et qui ne savait que trop bien comment, à des fins très intéressées, faire vibrer chez sa mère la corde sensible. « Peux-tu, disait le câble, m'envoyer 200 livres ? Désespéré. Question de vie ou de mort. Victor. » Lucia avait pleuré. « Victor est un très brave garçon, disait-elle. Il sait combien je suis gênée actuellement. Et pour faire appel à moi, il faut qu'il soit dans une situation terrible. J'ai tellement peur qu'il ne se tire une balle dans la tête. »« Il n'y a pas de risque, » avait dit Georges de son ton le plus calme. « Vous ne le connaissez pas, mais moi, je suis sa mère, et je sais de quoi mon fils est capable. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas faire aujourd'hui ce qu'il me demande. Je peux y arriver en vendant mes valeurs. » George Barton soupira. « Écoutez-moi, Lucia. Je vais câbler à mon correspondant de là-bas pour avoir des renseignements précis. Nous saurons très exactement dans quel pétrin Victor s'est fourré. Mais, à mon avis, vous devriez lui faire un peu tirer la langue. Il ne fera rien de bon tant qu'il n'aura pas mangé un peu de vache enragée. »« Vous êtes si dur, Georges. Le pauvre enfant n'a jamais eu de chance. » Georges avait là-dessus son opinion. Il la garda pour lui. À quoi bon discuter avec les femmes ? Et dit seulement : « Ruth va s'occuper de ça tout de suite. Nous devrions avoir les renseignements demain. » Lucia se sentit en partie tranquillisée. Georges obtint de ramener les 200 livres à 50. Mais ces 50, elle tenait absolument à les envoyer. Cet argent, Iris le savait, c'est Georges qui allait le fournir. Il raconterait ensuite à Lucia qu'il avait vendu ses valeurs. La générosité de Georges faisait l'admiration d'Iris, et elle le lui dit après le départ de Lucia. « Voici comment je vois la chose, » avait-il répondu. « Dans les familles, il y a toujours une brebis galeuse, quelqu'un qui a toujours besoin d'aide. C'est le cas de Victor. Il faudra toujours que l'un ou l'autre se dévoue pour l'entretenir, et ça, jusqu'à sa mort. Mais il n'est écrit nulle part que ce quelqu'un, ce doit être vous. Il n'est même pas de votre famille. La famille de Rosemary est ma famille. Vous êtes un amour, Georges. Mais est-ce que je ne pourrais pas, moi, faire quelque chose pour lui ? Vous dites toujours que j'ai de l'argent. » « Ma jeune dame, avait-il répliqué, vous ne pouvez rien faire dans cet ordre d'idées jusqu'à l'âge de 21 ans. Et, si vous avez le moindre bon sens, vous ne commencerez pas à ce moment-là. Je vais vous donner un bon tuyau. Quand un type vous télégraphie qu'il en finira avec l'existence si vous ne lui envoyez pas 200 livres par retour, dites-vous bien que, 9 fois sur 10, 20 livres suffiront à lui sauver la vie. 20 livres ou même 10 shillings. On ne peut pas empêcher une mère de lâcher son argent, mais on peut limiter les dégâts.
N'oubliez pas ça. J'ajoute que vous pouvez être bien tranquille. Victor ne se supprimera pas. Les gens qui menacent de se suicider ne le font jamais. » Jamais. Iris avait pensé à Rosemary. Mais elle avait tout de suite chassé l'idée de son esprit. Ce n'est pas à elle que Georges songeait, mais à un jeune homme assez peu recommandable qui se trouvait à ce moment-là à Rio de Janeiro. Au surplus, le plus clair de l'histoire, et du point de vue d'Iris, c'était une victoire, c'est que les préoccupations maternelles de Lucia l'avaient empêché de rien entendre de ce qu'on lui avait dit au sujet des relations d'Iris et d'Anthony Brown. Elle en vint ensuite à son second problème, le changement d'attitude de George. Quand avait-il commencé et à quoi fallait-il l'attribuer? Même maintenant, en y réfléchissant, elle ne pouvait préciser une date. Depuis la mort de Rosemary, George avait eu des moments d'absence. Il était distrait et tombait dans de sombres rêveries. Qu'il parût vieilli, tassé, c'était bien naturel. Mais un jour arriva où ses comportements cessèrent d'être naturellement explicables. C'était, lui semblait-il, peu après leur brève discussion relative à Anthony Brown, qu'elle avait remarqué pour la première fois qu'il la regardait drôlement, dans une sorte d'hébétude. Il avait pris l'habitude de rentrer tôt de son bureau et de s'enfermer dans son cabinet de travail. Il ne semblait pas qu'il y fît quoi que ce fût. Une fois, elle était entrée et l'avait trouvé, assis à sa table, les yeux fixés droit devant lui, perdu dans le vague. Il avait l'air d'un homme assommé, mais quand elle lui avait demandé ce qu'il avait, il s'était contenté de répondre laconiquement. Rien. Des jours avaient passé. Il allait et venait avec l'allure soucieuse d'un homme rongé de chagrin. Personne, à vrai dire, n'y avait porté grande attention. Il avait des soucis. Dans les affaires, on en a toujours. Puis, par intervalles et sans raison apparente, il s'était mis à poser des questions. C'est alors qu'elle commença à trouver que ses manières devenaient vraiment bizarres. « Dites-moi, est-ce que Rosemary vous parlait quelquefois ?» Elle l'avait regardé, très surprise, avant de répondre, un peu embarrassée. Mais, naturellement, elle me parlait quelquefois. Enfin, si elle me parlait de quoi? Eh bien, d'elle-même, de ses amis, de sa vie. Vous disait-elle si elle était heureuse ou non? Vous voyez bien, elle crut deviner ce qu'il avait dans l'esprit. Il devait avoir eu vent du malheureux roman d'amour de Rosemary. Lentement, elle avait dit « Mon Dieu, vous savez, elle ne me racontait pas grand-chose. Elle était toujours si pressée, elle avait toujours tellement à faire. » Oui, et puis, vous étiez encore une enfant. Pourtant, elle aurait pu vous dire quelque chose. Il y avait une prière dans ses yeux, des yeux de bon chien fidèle. Mais elle ne voulait pas lui faire de peine. Et puis, après tout, Rosemary ne lui avait rien dit. De la tête, elle fit non. Il avait poussé un soupir et d'une voix lasse murmuré « Bah, ça n'a plus d'importance. » Un autre jour, il lui avait brusquement demandé quels étaient les meilleurs amis de Rosemary. Iris, après réflexion, avait répondu « Gloria King, d'abord, puis Mrs. Atwell, Maisie Atwell, et enfin Jean Raymond. » Était-elle très intime avec elle? Ça, je ne peux pas dire exactement. Bien entendu. Mais croyez-vous qu'il y en ait une, dans le nombre, à qui elle aurait pu faire des confidences? Vraiment, je n'en sais rien. Mais j'en doute. De quelle sorte de confidence voulez-vous parler? Immédiatement, elle avait regretté sa phrase. Elle ne s'attendait guère à la réponse de Georges. Une nouvelle question, d'ailleurs.
Rosemary ne vous a jamais dit qu'elle avait peur de quelqu'un ? Peur de quelqu'un ? Son étonnement était sincère. Oui, je veux en venir à ceci. Rosemary avait-elle des ennemis ? Vous voulez dire des ennemis ? Non, non, ce n'est pas ce genre d'ennemis que je veux parler. J'entends des ennemis, des vrais. Il n'y avait personne, à votre connaissance, qui aurait pu vouloir la tuer ? La stupéfaction d'Iris était telle que Georges se sentit un peu honteux de l'avoir provoquée. Rougissant, il avait murmuré. « Je sais, ça paraît idiot, mélodramatique. Et pourtant, je me demandais. » 2 ou 3 jours plus tard, il commença à parler des Faraday. Est-ce que Rosemary les voyait beaucoup ? Ça, je ne sais pas. Parlait-elle d'eux quelquefois ? Non, il ne me semble pas. Pourtant, elle était très liée avec eux. C'est-à-dire que Rosemary s'intéressait beaucoup à la politique. Oui, depuis qu'elle avait rencontré les Faraday en Suisse. Avant, elle se souciait de politique comme d'une guigne. C'est exact. Je crois que c'est Stephen Faraday qui lui en avait révélé l'intérêt. Il lui prêtait des livres, des brochures. Et qu'est-ce que Sandra Faraday pensait de ça ? De ça ? Quoi ? Eh bien, de ses prêts. Très embarrassée, elle avait dit « Je n'en ai aucune idée ». Et Georges avait continué. Sandra Faraday est une femme très réservée. Elle paraît froide comme de la glace, mais on l'a dit très éprise de son mari. Elle est de ces femmes qui sont capables d'être jalouses d'une amitié féminine et de se venger. Comment Sandra Faraday s'entendait-elle avec Rosemary ? J'ai surtout l'impression qu'elle ne s'entendait pas. Rosemary trouvait Sandra ridicule. Elle disait qu'elle ressemblait à un cheval. Le rapprochement n'est pas si mauvais. Et elle ajoutait que ce cheval était bourré de politique comme une poupée est bourrée de son. Georges avait émis un vague grognement. Puis, après un silence, il avait dit « À propos, vous voyez toujours beaucoup Anthony Brown ? » « Oui, pas mal. » La réponse était donnée d'un ton détaché. Iris attendait une nouvelle mise en garde. Mais Georges, ce soir, semblait s'intéresser vivement à Anthony. « Il a beaucoup circulé, je crois. Vous a-t-il déjà parlé de sa vie ? Elle a dû être passionnante. » Il ne m'en a pas dit grand-chose. Mais vous avez raison. Il a beaucoup voyagé. Pour ses affaires ? Je crois. Et que sont-elles au juste, ces affaires ? J'ignore. Est-ce qu'il ne serait pas dans les industries d'armement ? Il ne me l'a jamais dit. En tout cas, ne lui dites pas que je vous l'ai demandé. Je ne posais la question que parce qu'il a beaucoup fréquenté, l'automne dernier, Dewsbury, qui est le président de l'United Arms Limited. Rosemary le voyait beaucoup, n'est-ce pas ? Oui. Oui, elle le voyait. Mais elle le connaissait assez peu. C'était pour elle plutôt une relation qu'un ami. Il l'accompagnait au bal, je crois. C'est arrivé. Je dois avouer que j'ai été un peu surpris qu'elle l'eût invité à fêter avec nous son anniversaire. Je ne les savais pas si liés. Il danse tellement bien. Oui, oui, c'est juste. Un tableau s'imposait à Iris malgré elle. Elle revoyait, par la pensée, cette soirée d'anniversaire. Le Luxembourg, les lumières voilées, l'orchestre de danse broyant du rythme. Et, autour de la table ronde, 7 personnes. Elle-même, Anthony Brown, Rosemary, Stephen Faraday, Ruth Lessing, Georges, et, à sa droite, la femme de Faraday, Lady Alexandra Faraday, avec sa chevelure plate, ses narines un peu trop ouvertes et sa voix arrogante. La soirée avait été joyeuse, et, au beau milieu, Rosemary. Non, non, elle ne voulait pas penser à ça. Elle préférait se souvenir de la joie qui l'avait inondée quand Anthony lui avait demandé une danse. C'était la première fois qu'elle le rencontrait vraiment. Auparavant, il n'avait été pour elle qu'un nom, une ombre entrevue dans le hall,
une silhouette descendant les marches du perron pour accompagner Rosemary jusqu'à un taxi. Depuis, Tony. Elle avait sursauté, brusquement rappelée à la réalité par la voix de Georges, reprenant une question qu'elle n'avait pas entendue. Curieux, n'est-ce pas, qu'il ait disparu aussitôt après. Savez-vous où il était passé ? Je crois qu'il est allé à Ceylan, ou aux Indes. Un voyage dont il n'avait pas soufflé mot ce soir-là. Pourquoi l'aurait-il fait ? Et faut-il vraiment que nous parlions de cette nuit-là ? Le visage de Georges s'était empourpré. Non, bien sûr, non. Je vous demande pardon. Invitez donc Brown à dîner un de ces soirs. Je serais content de le revoir. Iris s'était retirée, enchantée. Georges s'amadouait. L'invitation fut transmise et acceptée, mais au dernier moment, Anthony, appelé dans le Nord par ses affaires, avait dû s'excuser. 4. Vers la fin de juillet, Georges avait stupéfié Lucia et Iris en leur annonçant qu'il venait d'acheter une maison de campagne. Iris avait accueilli la nouvelle avec incrédulité. « Acheter une maison ?» avait-elle dit. « Mais je pensais que nous allions louer à Goring pour 2 mois. »« Il est bien préférable d'avoir sa villa à soi. Nous pourrons aller là-bas en fin de semaine, d'un bout à l'autre de l'année. »« Et où est-ce ?»« À Marlingham, dans le Sussex. Ça s'appelle le Petit Prieuré. 2 hectares de terrain avec une petite maison datant du début du siècle dernier. »« Mais, si je comprends bien, vous l'avez achetée sans la voir ?»« Mais oui, c'était une véritable occasion. On venait à peine de la mettre en vente et j'ai bondi dessus. »« J'imagine, fit observer Mrs. Drake, que nous n'allons pas manquer de travail. Il faudra changer les papiers. » Georges l'avait interrompu pour dire négligemment. « Tout est arrangé déjà. J'ai demandé à Ruth de faire le nécessaire. » Un silence avait suivi. Ruth Lessing, la secrétaire de Georges, l'excellente secrétaire de Georges, était une manière d'institution qu'il convenait de respecter. Jolie, portant toujours des robes blanches et noires de coupe assez sévère, elle était un peu de la famille, mais se tenait à sa place et abattait une besogne considérable. Que de fois on avait entendu Rosemary dire « Laissez Ruth s'occuper de ça. C'est une femme merveilleuse. Je vous en supplie, laissez-la faire. » De fait, il n'était pas de difficulté dont elle ne vînt à bout, surmontant tous les obstacles avec le sourire et comme en se jouant. Elle gouvernait le bureau de Georges et on la soupçonnait de gouverner Georges par-dessus le marché. Elle paraissait n'avoir ni besoin ni désir. En cette occasion, pourtant, Mrs. Drake considérait son intervention comme très inopportune. « Mon cher Georges, avait-elle dit, je ne mets pas en doute les capacités de Ruth, mais enfin, dans une maison, voyez-vous, les femmes aiment s'occuper elles-mêmes de la décoration de leur chambre. Vous auriez dû consulter Iris. Je ne parle pas de moi, je sais que je ne compte pas, mais pour Iris, c'est très regrettable. » Georges parut touché. « C'était pour vous faire une surprise. » Mrs. Drake avait bien été obligée de sourire. D'ailleurs, Iris ne protestait pas. « Je m'accommoderai certainement de la couleur des papiers, » disait-elle. « Et je suis sûre que Ruth, qui a tant de goût, les aura admirablement choisis. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que nous ferons là-bas. Il y a un cours de tennis, j'espère. »« Bien sûr. Et des links de golf à 6 kilomètres. À 20 kilomètres, la mer. Et ce qui est mieux, nous aurons des voisins. À mon avis, il vaut toujours mieux aller dans un coin du monde où l'on connaît quelqu'un. »« Et à quoi ressemblent-ils, ces voisins ?» avait demandé Iris. Georges évita de la regarder pour répondre. « Ce sont les Faraday. Ils habitent de l'autre côté du parc, à moins de 2 kilomètres. »
Iris écoutait avec une véritable stupéfaction. Tout s'éclairait. Cette histoire de maison de campagne, brusquement achetée et aménagée en hâte, tout cela s'expliquait par le désir de Georges d'approcher les Faraday. Leurs propriétés se touchant, il serait forcé d'entretenir des relations de voisinage. Elles seraient amicales ou distantes, mais elles seraient. Mais pourquoi Georges poursuivait-il ainsi les Faraday ? Et où voulait-il en venir avec ce plan d'une réalisation coûteuse et d'un objet mystérieux, au moins pour Iris ? Soupçonnait-il Rosemary et Stephen d'avoir été plus que des amis ? Fallait-il voir dans sa conduite une manifestation de jalousie rétrospective ? Mais que pouvait-il attendre des Faraday ? Que pensait-il obtenir d'eux ? Et puis, pourquoi continuait-il à l'assaillir de questions, elle, Iris ? Est-ce qu'il ne devenait pas un peu bizarre depuis quelque temps ? Elle commençait à se le demander et elle songeait à ce regard éteint qu'il avait parfois, le soir, et que Lucia attribuait charitablement à 2 ou 3 verres de Porto excédentaires. Oui, depuis quelque temps, il devenait bizarre. À des périodes d'exaltation que rien ne justifiait, succédaient des moments de complète apathie, durant lesquels il restait assis dans son fauteuil, le regard absent, dans une sorte de torpeur. On avait donc passé à la campagne la seconde partie du mois d'août. Iris eut tout de suite le petit prieuré en horreur. La maison était jolie, bien distribuée et gentiment meublée. Les papiers étaient gais. Ruth Lessing ne commettait jamais d'erreur. Mais c'était curieux et un peu effrayant. L'ensemble demeurait vide. Le petit prieuré, il ne l'habitait pas. Il l'occupait. Comme des soldats occupent un cantonnement. Ce qui aggravait les choses, c'est qu'on était esclave de la vie monotone et classique des vacances d'été. Réception des gens qui venaient du samedi au lundi, tournoi de tennis, dîner sans cérémonie avec les Faraday. Sandra s'était montrée charmante. Elle avait été parfaite, les accueillant comme elle devait faire de voisins qui sont déjà des amis. Elle leur avait montré le pays, avait donné à Georges et à Iris quelques conseils à propos de leurs chevaux et, dès le premier contact, témoigné à Lucia la déférence due à une femme de son âge. Mais derrière son masque d'affabilité, nul ne pouvait savoir ce qu'elle pensait. On voyait de moins en moins Stephen qui, très pris par la politique, s'absentait souvent. Mais Iris avait l'impression qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour éviter les gens du petit prieuré. Août et septembre passèrent. Enfin, on décida de rentrer à Londres en septembre, au grand soulagement d'Iris, qui espérait que, rendu au cadre habituel de sa vie, Georges redeviendrait lui-même. Puis, dans la nuit d'hier, elle fut réveillée par de petits coups frappés à sa porte. Elle donna la lumière. La pendulette marquait 1 heure. S'étant couchée vers 10 heures, elle avait cru qu'il était beaucoup plus tard. Au lieu de crier « Entrez !», elle passa un peignoir et alla ouvrir. Elle trouva Georges en smoking. Il ne s'était pas couché. Sa respiration était saccadée, son visage extrêmement pâle. « Voulez-vous descendre un moment dans mon bureau ?» lui dit-il. « J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Étonnée, à demi endormie, elle le suivit. La porte du bureau refermée, il la fit asseoir, lui offrit une cigarette, qu'il lui alluma d'une main tremblante, et dut s'y prendre à plusieurs fois pour allumer la sienne. « Qu'est-ce qui ne va pas, Georges ?» lui demanda-t-elle, très inquiète. Il lui faisait l'effet d'un spectre. Il parla, par petites phrases haletantes, comme quelqu'un qui vient de courir. « Je n'en peux plus, Iris. Je ne peux pas garder ça pour moi seule. Il faut que j'aie votre avis. Que vous me disiez si c'est vrai, si c'est possible. »« Mais, Georges, de quoi parlez-vous ? Il n'est pas possible que vous n'ayez rien vu, rien remarqué. Elle doit avoir dit quelque chose. Il y avait forcément une raison. » Elle le considérait avec stupeur. « Évidemment, avait-il repris, passant sa main sur son front moite.
Vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je m'en rends bien compte. N'ayez pas l'air si effrayée, petite fille. Il faut que vous m'aidiez, voilà tout. Il faut que vous vous rappeliez tout ce que vous pouvez. Oui, tout ça vous paraît incohérent. Mais dans une minute, vous aurez compris. Il suffit que je vous montre les lettres. Ouvrant un tiroir de son bureau, il en tira 2 feuilles de papier. 2 feuilles d'un bleu innocent, sur lesquelles on avait écrit quelques mots en lettres imitant les caractères d'imprimerie. « Lisez », avait-il dit. Les textes étaient clairs, sans ambiguïté. Le premier disait « Vous croyez que votre femme s'est suicidée ? C'est faux. On l'a tuée. » Le second « Votre femme ne s'est pas donné la mort. Elle a été assassinée. » Iris, consternée, releva les yeux sans mot dire. « J'ai reçu ça il y a environ 3 mois, » expliqua Georges. « D'abord, j'ai cru à une plaisanterie cruelle et odieuse. Et puis j'ai réfléchi. Pourquoi Rosemary se serait-elle donné la mort ? » D'une voix sans timbre, comme mécanique, Iris répondait. « Dépression nerveuse consécutive à une attaque d'influenza. » « Je sais. Mais, à l'examen, ça ne tient pas debout. Des tas de gens ont eu la grippe, qui ont été ensuite plus ou moins déprimés. Ils sont toujours là. Alors ?» Iris avait fait un effort pour dire « Peut-être n'était-elle pas heureuse ?» L'hypothèse ne le révoltait pas. « C'est possible, » dit-il avec calme. « C'est possible, mais je ne vois pas Rosemary se tuant parce qu'elle était malheureuse. À la rigueur, elle aurait peut-être menacé de le faire, mais le faire, non. » « Il faut pourtant bien qu'elle l'ait fait, Georges. Il n'y a pas d'autre explication. Et rappelez-vous qu'on a trouvé du poison dans son sac. » « Je sais. On a tout expliqué. Mais depuis que j'ai reçu ces lettres, j'ai tourné et retourné les choses dans mon esprit et plus j'y songe, plus je suis convaincue qu'il y a du vrai là-dedans. » Sa main agitait les 2 feuilles de papier bleu. « C'est pourquoi, poursuivit-il, je vous ai posé tant de questions ces temps derniers. Pourquoi je vous ai demandé si elle avait des ennemis et si vous lui aviez jamais entendu dire qu'elle avait peur de quelqu'un. On ne peut pas l'avoir tuée sans motif. »« Voyons, Georges, vous êtes fou. » »« Il y a des moments où je le crois, et d'autres où je suis sûre de ne pas me tromper. De toute façon, il faut que je sache. Il faut que je trouve la vérité. Et il faut que vous m'aidiez, Iris. Il faut penser à ce qui s'est passé. Il faut réfléchir, vous rappeler. C'est ça, vous rappeler. Il faut revoir tous les événements de cette nuit-là, les passer en revue. Parce que vous vous rendez bien compte, Iris, que si elle a été assassinée, elle a nécessairement été tuée par l'un de ceux qui étaient à table avec nous cette nuit-là. Vous vous en rendez bien compte ? Il avait bien fallu, cette fois, qu'elle l'admît. Il ne lui était plus permis maintenant de chasser loin d'elle le souvenir de l'horrible scène. Elle devait tout se rappeler. La musique, le roulement de tambour, l'électricité qui s'éteint, l'attraction, puis la lumière revenue, Rosemary écroulée sur la table, avec un visage tout bleu et convulsé. Elle frissonna. Elle avait peur maintenant, terriblement peur. Et pourtant, il fallait penser, réfléchir, se rappeler. Il fallait se rappeler et ne rien oublier. Rien. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.